Je suis entré à la fête d'anniversaire de ma sœur, tôt pour aider à préparer, juste à temps pour l'entendre dire à ses amis, j'en ai marre de ma pathétique sœur qui pense que nous sommes proches. Puis ma tante est entrée et a posé une question qui a fait se taire toute la pièce. J'en ai marre de ma pathétique sœur qui pense que nous sommes proches. Je l'ai entendu avant même de voir son visage. J'étais venu tôt avec le gâteau. Exactement comme elle l'avait demandé, un gâteau à 2 étages, en pâte à sucre, avec des roses sculptées à la main, 2 nuits de travail. Je l'ai posé sur le comptoir pour ne pas le faire tomber. Chloé a éclaté de rire. Dis-leur ce que tu as dit à propos de Noël. Chloé, tais-toi, a grogné Victoria. Mais Chloé n'arrêtait pas. Tu as dit qu'elle t'avait acheté ce collier Tiffany. En pensant que ça signifiait quelque chose, et qu'elle a pleuré quand tu lui as donné une carte cadeau de $50. J'avais économisé 6 mois pour ce collier. Je suis pratiquement sa thérapeute gratuite, a dit Victoria en se versant plus de vin. Une vraie thérapie coûte de l'argent. Je suis entré dans la pièce. Tu m'as demandé de venir tôt pour aider. Toutes les têtes se sont tournées. Le visage de Victoria est devenu pâle, puis dur. Je t'ai demandé de déposer le gâteau. Ne rends pas ça bizarre. Tu m'appelles tous les soirs. Parce que je m'ennuie, a-t-elle dit. Tu es pratique. Pratique. Le mot a claqué comme une gifle. Chloé a sorti l'album photo de sous la table basse. 3 mois de mon travail, toute notre enfance en photo. Regardez cette chose pathétique, a dit Victoria en l'ouvrant. Elle a écrit. Ma sœur incroyable m'inspire chaque jour. La pièce a ri. J'avais pitié de toi, a dit Victoria en me regardant droit dans les yeux. Tu n'as pas de vrais amis, alors je t'ai laissé croire que nous étions proches. Ce sont mes vraies sœurs. Elle a fait un signe à Chloé, Becca, Janet. Tu n'es qu'une personne avec qui je partage de l'ADN. Elle a soulevé la boîte du gâteau et a passé son doigt sur une rose en pâte à sucre, l'étalant. Ce gâteau en fait beaucoup trop, a-t-elle dit. Les pâtissiers professionnels existent pour une raison. Énergie de supermarché, a raillé Chloé. Et tu ne seras pas mademoiselle d'honneur, a ajouté Victoria, souriant comme si elle avait gardé le meilleur pour la fin. Brad va me demander en mariage le mois prochain. Chloé et Emma. Demoiselle d'honneur. Tu n'es même pas invitée à l'enterrement de vie de jeune fille. J'avais planifié cet enterrement de vie de jeune fille dans ma tête. Depuis 2 ans. Mais je suis ta sœur, ai-je dit. Exactement, ma sœur, pas mon amie. Il y a une différence. Becca s'est penchée, impatiente d'en rajouter. Tu te souviens de la fête surprise qu'elle t'a organisée? Celle que tu as dit que tu ne voulais pas? J'avais planifié cette fête pendant des semaines, après que Victoria m'eût dit qu'elle s'était sentie oubliée à son dernier anniversaire. J'ai pleuré parce que j'étais mortifiée, a dit Victoria en riant. Elle a invité des gens du lycée à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Qui fait ça? Tu as dit que tu avais adoré, ai-je murmuré. Tu as dit que tu avais pleuré de joie. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Victoria haussa les épaules. Tu avais l'air si fier de ton petit geste. La sonnette a retenti. Plus d'invités arrivaient. Victoria m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Laisse le gâteau et va-t'en, siffla-t-elle. J'ai décoré tout cet endroit, et ça ressemble à une fête d'enfants. On va tout refaire. Puis, assez fort pour que les nouveaux arrivants entendent, elle porta le coup de grâce. Tu sais le plus triste? Elle pense vraiment que nous avons un lien spécial parce que nos parents sont morts. Comme si un traumatisme vous rapprochait automatiquement. Elle se versa un autre verre. Ce truc de rapprochement, c'est bidon. J'ai de vrais amis pour le soutien émotionnel. La pièce est devenue silencieuse,
juste assez longtemps pour que cela s'imprègne. La porte d'entrée s'est rouverte. Tante Hélène est entrée, son manteau toujours boutonné, un sac à dos à la main. « Que se passe-t-il ici » a-t-elle demandé, regardant mon visage, puis le gâteau ruiné. Le masque de Victoria est revenu en place. « Oh, tante Hélène, tu es en avance. Ma sœur venait juste de déposer le gâteau. Elle ne peut pas rester. Elle a des projets. » Janet, 3 verres dans le nez, a ri trop fort. Elle disait justement qu'elle en avait marre de faire semblant d'aimer sa sœur. Les mots sont restés suspendus comme de la fumée. Tante Hélène s'est tournée vers Victoria, lentement et délibérément. De nouveaux invités continuaient d'entrer. Derrière elle, encombrant l'entrée, observant. Faire semblant, a dit tante Hélène. Sa voix a traversé la musique et les bavardages, assez fort pour que chaque personne dans cette entrée entende. Ta sœur qui paie la moitié de ton loyer. A-t-elle dit, parce que tu ne peux pas te le permettre toute seule? Le visage de Victoria est passé du rouge au blanc en moins d'une seconde. Personne n'a ri cette fois. Je dois remonter 6 ans en arrière pour expliquer pourquoi cette seule phrase de tante Hélène a eu cet impact, et pourquoi il m'a fallu attendre ce moment précis, debout devant un gâteau ruiné dans une cuisine que j'avais aidé à décorer. Pour enfin cesser de trouver des excuses à quelqu'un que j'avais discrètement soutenu depuis mes 24 ans. C'est moi qui ai répondu au téléphone la nuit où un gendarme a appelé au sujet de l'accident de voiture de nos parents sur l'autoroute I-94, il y a 6 ans. En mars dernier. J'avais 24 ans, Victoria en avait 20. J'ai conduit 4 heures sous la grêle pour me rendre à son dortoir avant que l'université ne puisse envoyer quelqu'un de moins délicat pour lui annoncer, et je me souviens de ce détail spécifique et inutile que je porte encore en moi, je portais des chaussettes dépareillées. Une grise et une marine, et une partie de mon cerveau s'est fixée là-dessus pendant tout le trajet, car c'était plus facile que de se fixer sur autre chose. Nos parents, Carl et Linda, ont laissé derrière eux une modeste somme d'assurance vie et le produit de la vente de la maison, structuré par un avocat. En succession en 2 fiducies distinctes, la mienne et celle de Victoria. La mienne, à laquelle je pouvais accéder à 25 ans sans condition, et celle de Victoria, que l'avocat a recommandé d'échelonner en face compte tenu de son âge et de ce qu'il a diplomatiquement appelé ses habitudes de dépenses, avec un accès total n'arrivant qu'à ses 30 ans ou à son mariage. Selon la première échéance, avec des décaissements échelonnés plus petits. Entre-temps, cela nécessitait ma co-signature en tant que contact familial désigné sur le compte. Je n'ai jamais demandé ce rôle. L'avocat l'a attribué. Parce que j'étais l'aîné, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le soit, et parce que dans le chaos de ce printemps, c'est moi qui me présentais à chaque réunion avec un carnet, tandis que Victoria, compréhensiblement, s'effondrait de la manière dont les jeunes de 19 ans sont autorisés à le faire, et les jeunes de 24 ans reçoivent rarement la permission de le faire. Je me souviens d'être assise dans le bureau de cet avocat, 11 jours après les funérailles, prenant des notes sur les calendriers de décaissement de la fiducie. Pendant que Victoria regardait par la fenêtre, et de penser, avec une sorte de clarté sombre pour laquelle je n'avais pas encore les mots, que le deuil venait de me confier silencieusement un deuxième travail non rémunéré que je n'avais pas sollicité. J'ai réorganisé ma propre vie autour de la sienne pendant la majeure partie des 2 années suivantes, conduisant 3 heures tous les 2 week-ends pour la voir. Acceptant des travaux de conception indépendants supplémentaires spécifiquement pour pouvoir couvrir discrètement les 40. Son revenu à temps partiel et son loyer. Me disant tout le temps que c'était simplement ce que faisaient les sœurs quand les 2 seules personnes qui vous avaient toujours soutenu étaient soudainement parties. J'ai renoncé à un contrat de location d'appartement la première année, choisissant un studio moins cher de l'autre côté de la ville spécifiquement pour avoir plus de flexibilité pour aller la voir et rester chez elle à court préavis.
Une décision que je ne lui ai jamais mentionnée car cela semblait, à l'époque, le genre de choses qu'on n'était pas censé comptabiliser. Je veux être honnête, je n'ai pas vu le premier signal d'alarme pour ce qu'il était à l'époque, car le deuil vous rend généreux de façon très difficile à annuler par la suite. Victoria s'est entièrement appuyée sur moi pendant ces 2 premières années. Des appels téléphoniques de 3 heures, chaque crise m'était d'abord transmise, chaque décision lui était soumise avant même que ses propres amis n'en entendent parler. Je me suis dit que c'était de la proximité. Je ne suis pas sûr, avec le recul, que ce fût autre chose que de la commodité. Avec un meilleur éclairage. Et la première boucle est arrivée 18 mois après les funérailles, lorsque Victoria a signé un bail pour son premier appartement solo et m'a demandé de me porter co-signataire, car son seul revenu ne répondait pas aux exigences de l'immeuble. J'ai accepté sans trop réfléchir, comme on accepte n'importe quoi pour quelqu'un qu'on vient de voir perdre ses 2 parents la même semaine. Ce que je n'ai pas pleinement réalisé avant près d'1 an plus tard, en parcourant mes propres relevés bancaires pour les impôts, c'est que j'avais discrètement couvert environ $600 de son loyer mensuel de $1,400 pendant tout ce temps, transféré la même semaine que son propre chèque de paie. Chaque fois présenté comme « juste ce mois-ci, je te rembourserai ». J'ai créé un petit tableau Excel lors de cette première saison d'impôts. Principalement par habitude professionnelle, puis je l'ai fermé presque aussitôt que je l'avais ouvert, ne voulant pas regarder directement un total cumulé que je soupçonnais déjà ne pas aimer. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit ça pendant 4 années consécutives. La deuxième boucle a été la fête. Surprise, il y a 2 ans, celle que Becca a évoquée cette nuit-là comme une arme. Victoria m'avait dit la semaine précédant son anniversaire qu'elle s'était sentie oublier l'année précédente. Personne n'avait rien organisé, a-t-elle dit, et elle en a pleuré au téléphone. Pendant près d'1 heure pendant que j'étais assise sur le sol de ma salle de bain, tenant le téléphone avec mon épaule, prenant des notes sur un pense-bête à propos des vieux amis qu'elle voudrait peut-être y voir. J'ai passé 3 semaines à organiser un rassemblement surprise après cet appel, retrouvant 2 vieux amis de son enfance par l'intermédiaire de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans, louant un petit lieu avec de l'argent qui était censé servir à la réparation de ma propre voiture, que j'ai finalement mise sur une carte de crédit à la place, et remboursant lentement tout l'hiver suivant. Elle a pleuré en entrant. Je me souviens avoir pensé, sur le moment, en la regardant porter les mains à sa bouche sur le pas de la porte, que c'était la plus heureuse que je l'ai vue depuis plus d'1 an. Je me suis dit que le travail en valait la peine. J'ai gardé ce souvenir pendant 2 ans avant d'apprendre, par hasard, par la bouche insouciante de Becca, que ses larmes avaient apparemment signifié tout autre chose. La troisième boucle fut le collier, le Noël dernier, 6 mois d'économie sur mes revenus de freelance, une fine chaîne en or avec un seul pendentif de chez Tiffany. Le genre de cadeau que je ne m'étais jamais offert. Emballé dans la même boîte bleue que je me souviens avoir fixée dans le magasin. Pendant près de 20 minutes avant de me permettre de l'acheter. Victoria l'a ouvert et est restée silencieuse un long moment avant de dire que c'était magnifique. Elle m'a donné une carte cadeau de $50 pour un restaurant de chaîne où nous étions allés peut-être 2 fois ensemble, glissé dans une enveloppe non scellée sans carte jointe. J'ai senti quelque chose de compliqué monter dans ma poitrine que je me suis dit être de la gratitude pour n'importe quel cadeau, et non la déception que c'était réellement, et j'ai pleuré un peu. Dans la salle de bain après, me disant que c'était juste l'émotion des fêtes. La première douleur liée à Noël de la perte de nos parents, rien de spécifique à la carte cadeau. Je ne savais pas avant cette nuit-là dans sa cuisine que ma réaction avait été enregistrée quelque part dans sa mémoire comme une blague au lieu d'un moment privé qu'elle avait promis implicitement, de ne jamais plus aborder. La 4e boucle fut l'album photo. 3 mois de travail en soirée répartis sur un hiver. Chaque photo que nous avions encore de nos parents, des légendes que j'avais écrites et réécrites jusqu'à ce qu'elles disent exactement ce que je voulais.
Dire. Un projet que j'avais commencé après une séance particulièrement difficile. Avec mon propre thérapeute où j'avais parlé de vouloir construire quelque chose de solide à partir de souvenirs qui, autrement, semblaient se dissoudre un peu plus chaque année. J'y travaillais la plupart des soirs, après que mes clients freelance se soient la colle et les coins de photos découpés étalés sur ma table de cuisine. Pendant la majeure partie d'une saison, écoutant de vieilles listes de lecture que notre mère mettait pendant le nettoyage du dimanche. Je l'ai donné à Victoria sans occasion particulière, juste parce que je pensais qu'elle pourrait le vouloir aussi. J'ai découvert, cette nuit-là dans sa cuisine, qu'il était resté sous sa table basse tout ce temps, non pas comme un objet précieux, mais comme un prétexte pour une blague qu'elle faisait apparemment à ses amis quand elle voulait rire. La 5e boucle était les appels eux-mêmes, le schéma nocturne que j'avais tranquillement accepté comme faisant simplement partie de notre relation. Des conversations d'1 heure sur son stress au travail, ses anxiétés relationnelles, ses plaintes familiales qui, j'ai lentement commencé à réaliser. Seulement après coup, ne laissaient jamais de place à une question réciproque. Sur ma propre semaine. Il y a eu un mardi particulier, il y a environ 8 mois, où j'avais eu une journée vraiment difficile au travail. Un client avait abandonné un projet sur lequel j'avais passé 6 semaines, et je l'ai brièvement mentionné au début d'un de ses appels, seulement pour que Victoria redirigeait en 90 secondes vers un désaccord qu'elle avait eu avec un collègue. Sans jamais revenir en arrière pour demander comment ma propre situation s'était résolue. J'ai abordé cela doucement avec mon propre thérapeute il y a 8 mois. Le décrivant comme, c'est juste la façon dont Victoria gère les choses, la même rationalisation que je faisais depuis des années. Mon thérapeute a posé une seule question à laquelle je n'avais pas de bonne réponse. Quand a-t-elle la dernière fois posé une question sur ta vie et attendu réellement d'entendre la réponse? Je suis resté avec cette question pendant le reste de la séance dans un silence que je ne savais pas comment remplir. Mais j'ai eu recours à des personnes dont le travail était de m'aider à comprendre la nature de ce que j'avais réellement construit autour de ma sœur. Parce que la nuit de cette fête, j'avais enfin cessé de faire confiance à mon propre instinct pour justifier son comportement en son nom. Dr Naomi Cross, psychologue clinicienne agréée avec 15 ans d'expérience en pratique, me voyait depuis 8 mois au moment de la fête, initialement pour ce que je lui avais décrit comme un processus de deuil ordinaire. Au cours de ces 8 mois, c'est devenu quelque chose de plus proche du démêlage d'un schéma que je ne m'étais pas permis de nommer. Ce que vous décrivez n'est pas de la proximité, m'a-t-elle dit, 3 séances avant la fête, après que j'eus raconté la conversation sur l'album photo que Victoria et moi avions supposément partagé. La proximité implique de la réciprocité. Ce que vous décrivez est un système de soutien unidirectionnel que vous subventionnez discrètement, financièrement et émotionnellement, depuis 6 ans. Je n'ai pas aimé l'entendre. Je l'ai quand même noté, dans le petit carnet que j'avais commencé à tenir spécifiquement pour les choses que le Dr Cross disait. Et que je n'étais pas encore prête à accepter pleinement. La semaine de la fête? Ce carnet contenait 11 entrées, la plupart d'entre elles étant une version de la même phrase reformulée. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Gregory Hale, l'avocat en succession qui avait structuré la fiducie de nos parents, fort de 26 ans de pratique au moment où tout cela comptait, était resté en contact occasionnel avec moi en tant que co-signataire désigné des décaissements échelonnés de Victoria. Je l'ai appelé le lundi après la fête, ma voix plus ferme que prévu. Je veux comprendre exactement ce que mon pouvoir de co-signature m'oblige à approuver. Ai-je dit? Et que se passe-t-il si je refuse une demande de décaissement anticipé? Il m'a expliqué attentivement que mon rôle était consultatif plutôt que purement procédural, que la formulation originale rédigée par son cabinet donnait spécifiquement au co-signataire familial le pouvoir de retarder ou de refuser les versements anticipés s'il y avait des inquiétudes raisonnables. Quant à l'utilisation responsable des fonds, une clause que son cabinet
inclus dans presque toutes les fiducies échelonnées qu'il structure. Justement pour ce genre de situation familiale. La plupart des clients ne l'utilisent jamais, a-t-il dit. Elle est là comme un frein, pas une formalité. J'ai rédigé cette clause pour vos parents spécifiquement parce qu'ils m'ont dit, lors de notre toute première réunion, qu'ils vous faisaient confiance pour prendre de bonnes décisions même quand ce n'était pas pratique. Je ne pense pas qu'aucun d'eux ait imaginé que cela s'appliquerait un jour de cette manière, mais la protection est exactement aussi réelle qu'elle l'était le jour où ils l'ont signé. Tom Reyes, le gestionnaire de location de la société de gestion immobilière gérant l'immeuble d'appartements de Victoria, m'a confirmé, une fois que j'ai clarifié ma position légale en tant que co-signataire avec des obligations financières sur le bail. Exactement ce qui se passerait si ma contribution mensuelle cessait. Un avis formel au locataire principal indiquant que le ratio revenu-loyer de l'unité ne répondait plus aux exigences de location de l'immeuble, avec un délai de 30 jours pour soit démontrer un revenu indépendant suffisant, soit quitter les lieux. Nous voyons cela plus souvent que les gens ne le pensent. M'a-t-il dit, non sans gentillesse. Les arrangements familiaux comme celui-ci fonctionnent bien jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus, et c'est notre bureau qui doit livrer les papiers. Je lui ai demandé de m'envoyer par écrit la section pertinente du bail. Il l'a eu dans ma boîte de réception dans l'heure, la clause réelle surlignée en jaune. Le genre de document que j'ai lu 4 fois avant de me permettre de croire qu'il disait ce que je pensais qu'il disait. Je me suis assise avec ces 3 conversations exposées sur ma table de cuisine cette semaine, le recadrage du docteur Cross, les clauses de Grégory, le langage du bail de Tom, comme j'imagine que d'autres personnes disposent les cartes de tarot. Sauf que les miennes pointaient toutes vers la même conclusion inconfortable et entièrement lucide. J'avais construit 6 ans d'échafaudage financier et émotionnel autour d'une sœur qui venait de dire à une pièce pleine de ses amis, sous l'œil de la mémoire de tous, sinon littéralement enregistré, que rien de tout cela n'avait jamais compté pour elle de la manière dont je m'étais permis de le croire. Pourquoi la crise est-elle arrivée 4 jours après la fête, le jeudi avant l'échéance du loyer, et est-elle arrivée comme un choix avec une horloge réelle attachée? Le paiement du loyer de Victoria, ma part de $600, était dû le vendredi à minuit selon les termes de paiement automatique du bâtiment que Tom m'avait expliqué. J'avais, selon mes propres calculs, moins de 48 heures pour soit laisser le paiement se traiter automatiquement comme il l'avait fait pendant 4 années consécutives, soit appeler le bureau du bâtiment et retirer formellement ma part avant la date limite. Une décision qui déclencherait l'avis de 30 jours que Tom avait décrit. En même temps, une deuxième horloge tournait discrètement en arrière-plan. Le bureau de Grégory avait reçu, 2 jours après la fête, une demande écrite de Victoria pour un versement anticipé du solde restant de sa fiducie, citant, dans la demande elle-même, des dépenses de mariage à venir. Une demande qui nécessitait ma co-signature dans le même laps de temps pour être traitée avant son calendrier d'engagement auto-imposé. Je n'ai pas bien dormi ces 2 nuits-là. Je me suis assise à ma table de cuisine, faisant les calculs comme le docteur Cross m'avait suggéré d'essayer, non pas les montants en dollars, mais le grand livre réel de la relation elle-même. 6 ans de décaissement sans un seul dépôt correspondant. J'ai dressé une liste à un moment donné. 2 colonnes sur un bloc-notes, l'une intitulée donné et l'autre reçu, et j'ai arrêté après 11 éléments dans la première colonne, car ma main commençait moins à écrire qu'à enfin traduire quelque chose que je savais sans mots depuis des années. Mes mains tremblaient tellement cette deuxième nuit que j'ai renversé un verre d'eau plein en cherchant mon téléphone, et je me souviens d'avoir fixé la flaque qui s'étendait sur la table pendant un long moment avant même de bouger pour la nettoyer. Comme on a parfois besoin d'un petit désastre gérable pour se rappeler qu'on est encore capable de réagir à quoi que ce soit. J'ai appelé le docteur Cross pour une séance d'urgence le jeudi après-midi, la veille de l'échéance des 2 délais. Vous ne lui devez pas d'explication sur le moment qui lui convient.
m'a-t-elle dit. Vous ne vous devez pas non plus une décision prise entièrement par colère. Ce sont deux pièges différents, et vous avez le temps d'éviter les deux si vous êtes honnête avec vous-même quant à celui dans lequel vous risquez de tomber. Je suis resté avec la question plus longtemps que prévu. Le jeudi soir, je savais quelle décision j'allais réellement prendre, et ce n'était plus une question de colère depuis les dernières 24 heures, mais plutôt une question de clarté. Le vendredi matin, j'ai appelé Tom en premier. Je dois retirer formellement ma contribution financière au bail. À compter de ce cycle de facturation, lui ai-je dit. Je comprends que cela déclenche le processus d'avis de 30 jours pour le locataire principal. Je peux traiter cela, a-t-il dit. J'aurai besoin d'une confirmation écrite pour nos dossiers. Mais l'autorisation verbale est suffisante pour commencer le compte à rebours dès aujourd'hui si c'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux. J'ai ensuite appelé le bureau de Grégory. Je refuse de co-signer la demande de versement anticipé, ai-je dit. J'aimerais que cela soit documenté formellement, avec mon raisonnement, au cas où cela serait pertinent plus tard. Compris, a-t-il dit. Je noterai que les fonds restent sur le calendrier échelonné original selon les termes de la fiducie. Elle recevra le versement trimestriel standard comme prévu. Le solde total est libéré à 30 ans ou lors du mariage, selon la première éventualité. Exactement comme l'avocat de vos parents l'avait initialement structuré. J'ai envoyé un message à Victoria cet après-midi-là, 4 phrases que j'avais rédigées et retravaillées comme j'avais rédigé des légendes d'albums. Sauf que cette fois je n'ai pas adouci un seul mot au-delà de ce que je voulais réellement dire. J'ai entendu tout ce que tu as dit samedi. Je ne paie plus le loyer à partir de ce cycle, et je ne co-signais pas la libération anticipée de la fiducie. Tu as 30 jours de préavis de la part de l'immeuble pour régler ton logement. Je t'aime. Mais j'en ai fini d'être pratique. Elle a appelé 4 fois dans l'heure. J'ai laissé les 4 aller sur la messagerie vocale. J'ai répondu au 5e appel, principalement parce que j'avais promis au docteur Cross que je ne disparaîtrais pas. Que disparaître n'était pas la même chose qu'établir une limite. Tu ne peux pas vraiment faire ça, a dit Victoria, ça. Voix montant déjà vers le registre que je reconnaissais de chaque appel de crise des 6 dernières années. Je peux, et je le fais, ai-je dit. J'étais ivre. Je ne voulais rien dire de tout ça. Tu sais comment Chloé me monte la tête. Tu n'étais pas assez ivre pour mentir à tante Hélène sur les raisons de mon départ, ai-je dit. Tu n'étais pas ivre il y a 18 mois quand tu as raconté l'histoire du collier à Becca comme une blague non plus. Ce n'est pas une mauvaise nuit. J'ai juste enfin remarqué le schéma. Il y eut un long silence de son côté, du genre que je n'avais jamais entendu de sa part en 6 ans d'appel, car pendant 6 ans, j'avais toujours été celle qui comblait les silences avant qu'il n'ait la chance de s'étirer. Qu'est-ce que je suis censé dire à Brad, dit-elle enfin, ce qui me dit, plus clairement que toute autre chose cette semaine, quelle partie de tout cela l'avait réellement effrayé. Les 30 jours qui ont suivi n'ont été doux pour aucune de nous deux, bien que je pense qu'une seule d'entre nous ait passé 6 ans à faire semblant qu'il n'aurait jamais à l'être. Victoria a cherché une colocataire, en a trouvé une. Par l'intermédiaire d'une collègue avec 11 jours d'avance sur la date limite de l'immeuble, et a déménagé dans une unité plus petite, 2 bâtiments plus loin. Plutôt que de perdre entièrement le bail. Un fait que Tom m'a confirmé seulement parce que, en tant qu'ancienne co-signataire, le bâtiment était légalement tenu de me notifier que le dossier avait été formellement clos. La nouvelle unité, selon lui, coûtait environ $150. De moins que l'ancienne, mais exigeait une colocataire qu'elle connaissait depuis moins de 3 mois. Un détail qui m'a frappé moins comme un karma que comme la simple arithmétique peu glamour d'un budget rencontrant enfin son revenu réel pour la première fois en 6 ans. Tante Hélène m'a appelé 2 fois ce mois-là, la première fois simplement pour prendre de mes nouvelles, la deuxième fois pour me dire, gentiment, qu'elle
avait eu sa propre version de cette conversation avec la mère de Victoria, ma mère, des décennies plus tôt, à propos d'une autre sœur. D'un autre type de proximité à sens unique, un schéma familial que personne d'entre nous n'avait apparemment remarqué se répéter jusqu'à ce qu'il nous tombe dessus. Ta mère a finalement tracé le même genre de ligne, m'a-t-elle dit. Il lui a fallu plus de temps qu'à toi. Je pense que c'est en fait un point en ta faveur, pas contre toi. Je lui ai demandé doucement ce qui était arrivé à sa propre sœur. Nous avons arrêté de nous parler pendant 2 ans, a-t-elle dit. Puis nous avons retrouvé quelque chose de plus petit et de plus honnête que ce que nous avions auparavant. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer. Je te le dis parce que c'est possible, éventuellement, si vous le voulez. Toutes les deux. Brad m'a contacté une fois, maladroitement, principalement. Pour demander si tout allait bien pour moi, une question que j'ai appréciée plus que je ne l'aurais imaginé de la part d'un homme que je connaissais à peine. Car c'était plus que ce que Victoria m'avait demandé directement depuis plus d'un an. Il a mentionné, presque en passant, qu'il n'avait jamais été au courant de l'arrangement de loyer avant cette nuit-là, que Victoria s'était toujours décrite à lui comme étant entièrement indépendante, payant son chemin, construisant le mariage selon ses propres termes. Je ne savais que faire de cette information, si ce n'est la ranger comme une autre petite pièce d'une histoire que je ne commençais à voir qu'en entier. Les fiançailles, à ma connaissance, avancent toujours selon leur calendrier original, bien que j'ai entendu dire par tante Hélène que la planification du mariage s'est considérablement calmée. Moins de mise à jour de groupes de discussion, plus aucune mention d'une liste d'invités à l'enterrement de vie de jeune fille à laquelle je n'aurais de toute façon jamais été invité. Victoria a envoyé un vrai message, 3 semaines après les 30 jours, plus long que ses SMS habituels, le premier en 6 ans qui ne s'ouvrait pas sur une crise déjà en cours. Elle a écrit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je pardonne tout de suite, qu'elle avait passé les 2 dernières semaines à relire réellement l'album photo au lieu de simplement en posséder une copie. Et qu'elle n'avait pas de bonne explication pour savoir pourquoi elle s'était laissé croire que faire preuve de cruauté devant un public était plus facile que de simplement dire la vérité à 4 amis. À savoir qu'elle ne savait pas être proche de quelqu'un sans éprouver du ressentiment à avoir besoin d'eux. Je l'ai lu 4 fois. Je n'ai pas répondu. Cette semaine-là. Je voulais vraiment dire ce que je lui répondrais finalement. Plutôt que de simplement dire quelque chose d'apaisant parce que le silence après son message était inconfortable, le même piège contre lequel le docteur Cross m'avait mis en garde de l'autre sens. Cela fait 5 mois maintenant. Je vois toujours le docteur Cross toutes les 2 semaines, principalement pour continuer à pratiquer ce muscle spécifique et peu familier de laisser un silence s'installer au lieu de se précipiter pour le combler pour le confort de quelqu'un d'autre. Elle m'a récemment dit que le but n'était jamais de cesser d'aimer ma sœur, seulement de cesser de confondre l'ampleur de mes propres sacrifices avec la preuve que l'amour était réciproque. Victoria et moi nous parlons peut-être 2 fois par mois maintenant, des appels plus courts, où j'ai commencé à remarquer, lentement, imparfaitement, avec de réels efforts des 2 côtés, qu'elle pose occasionnellement une question de suivi sur ma propre semaine et qu'elle attend ensuite assez longtemps pour entendre la réponse. Je suis allé à son appartement le mois dernier, le nouveau, plus petit que l'ancien. Plus de $600 supplémentaires disparaissant discrètement de mon compte la semaine précédant le versement de son salaire. Sa colocataire, une femme discrète nommée Priya, qui travaille dans la logistique pharmaceutique, nous a préparé du thé pendant que Victoria et moi étions assises sur un canapé d'occasion qui appartenait à quelqu'un de son ancien immeuble. Elle avait gardé l'album photo sur son bureau, et je l'avais sur sa véritable étagère cette fois, pas sous une table basse. Je n'ai pas demandé si cela signifiait quelque chose de précis. J'ai décidé que je n'avais plus besoin que tout signifie quelque chose tout de suite. Tante Hélène évoque
Encore parfois ce moment de la porte, généralement avec un petit sourire. Satisfait, comme on décrirait le spectacle d'un système météorologique attendu. Depuis longtemps. Je pensais autrefois que le pire de cette nuit était d'entendre ce que Victoria pensait réellement de moi. Je suis venu à croire que le pire, en fait, était 6 ans plus tôt, la nuit de l'accident, quand j'ai tranquillement décidé que d'être nécessaire était assez proche d'être aimé, et que je ne me suis jamais arrêté pour me demander si les deux étaient réellement la même chose. Ils n'ont jamais été la même chose. J'avais juste besoin d'un gâteau ruiné et d'une maison pleine d'étrangers pour enfin le croire.